kasi misala ebele ndakisa raisi na biso Joseph Kabila pesi na programe na ye infrastructure banzela ndenge nyonso efungwama balogement kongola fanda na ndako yesengeli. Pas de questions taboues au cours de ces face-à-face avec la presse. Les chevaliers de la plume et les professionnels des micros ont voulu par ces jeux de questions-réponses mieux cerner les contours de ces partenariats qui se veulent une grande première dans ces domaines en République démocratique du Congo. Sans ambages, les gouverneurs de province, Kantouré, le ministre provincial des ITPR et les gérants de la Société de développement Congo se sont prêtés à ces jeux. Monsieur le gouverneur, les maisons en rénovation après ces travaux-là seront ensuite occupées par qui et à quelles conditions? Ma question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Excellence, vous avez, lors de votre adresse tout à l'heure, là, parlé de la rentabilisation de la maison. Je voudrais au moins savoir, est-ce que ces maisons, les partenariats publics-privés, SDC, gouvernement provincial, qui a abouti à la signature de ces contrats pour la réhabilitation de ces maisons de l'État, c'est un prêt, c'est un don ou comment les modalités? C'est un partenariat gagnant-gagnant ou comment? Il paraît qu'il y a de nouveaux certificats d'enregistrement pour toutes ces maisons et qui ne seraient pas établis au nom de l'État. Qu'en dites-vous? Vous savez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui au niveau national. Nous venons de discuter nos budgets au niveau national qui ne sont pas faciles à pouvoir mobiliser. Vous avez vu la capacité d'exécution au niveau national de l'année dernière et toutes les années d'avant. Et notre État, et tout comme beaucoup d'autres États modernes aujourd'hui, recourt au partenariat public-privé. Partenariat public-privé, l'État apporte quelque chose et le privé aussi apporte. Ici, la destination de cette opération, c'est celle où je vais rejoindre un peu pour cadrer par rapport à la question de Sébastien, c'est celle de voir deux structures, l'État comme agent économique, apporter des bâtiments qui lui appartiennent et le partenaire apporter des fonds pour la réhabilitation et faire des maisons, parce que, vous savez, l'état de ces maisons aujourd'hui, ce n'est pas des maisons habitables et ce n'est pas des maisons qui ont une valeur comme elles étaient au moment de leur construction. Donc, l'opération ici, et je répondrai aussi en même temps à la question de Rissassi, l'État apporte des bâtiments qui aujourd'hui sont sécurisés par un titre qui appartiennent à l'État congolais. Donc, ces bâtiments, et vous savez la règle, on ne peut pas aliéner un bien public ou un bien privé de l'État. Ces bâtiments, aujourd'hui au moins, ont un titre. Et ces titres-là les sécurisent et appartiennent à l'État congolais. Le partenariat dont vous parlez, ce n'est pas un prêt tout à fait, ni un don. C'est toujours très difficile. C'est vrai que notre partenaire, le fait de venir ici avec un projet sur une rentabilité à très long terme qui n'est pas tout à fait encore assuré, ne peut pas non plus considérer ces investissements comme un don, mais c'est un partenariat où il apporte des fonds qui réhabilitent les bâtiments et qui permet de leur donner une valeur qui puisse être mise sur le marché, louée, parce que dans tous les pays du monde, l'État est propriétaire et loue ces bâtiments et en fait des bénéfices. Donc voilà le sens de ce partenariat. Maintenant, ça sera destiné à qui, la question des coulisses? Ça sera destiné à ceux qui pourront payer les loyers. Si l'État, le gouvernement provincial est capable de payer le loyer, il va payer le loyer. S'il y a des sociétés qui veulent payer les loyers, qui pourront payer les loyers, ils vont payer les loyers. Donc ce n'est pas des très grandes maisons, ce sont des maisons moyennes qui vont avoir certainement un coût
qui pourra permettre à ce qu'elle puisse être mise en location pour que l'argent qui a été destiné à la réhabilitation puisse être récupéré dans un temps qui puisse être raisonnable. Ici, le temps a été calculé sur à peu près 6 ans, 7 ans, ce qui est déjà très rare. À quand la deuxième phase précisément? C'est combien le coût global par 10 maisons? Et vous veniez de répondre à la troisième préoccupation. Mais la quatrième, on a senti les actions du gouvernement provincial. Il y a les échos à travers la province orientale. Il y en a également à travers le pays. Et ces échos-là s'envolent par la voie de la presse audiovisuelle. Est-ce qu'il y a la volonté d'immortaliser ces actions aussi par la voie de la presse écrite? Quelle a été la motivation principale de pouvoir accepter, proposer ou accepter, parce que jusque-là, moi, je ne sais pas de qui vient l'initiative. Si c'est le gouvernement provincial, le gouverneur aura peut-être à dire un mot. Dans un contexte, donc j'ajoute ma question, donc la deuxième question, c'est de savoir, n'avez-vous pas peur de venir investir dans, je dirais pas une province, mais dans un pays où jusque-là, la sécurité juridique poserait problème? Je voulais avoir une précision à sa création et quels sont les domaines d'intervention de SDC, quelles sont les réalisations déjà de SDC à travers la République démocratique du Congo. Les anciens d'ici reconnaîtront qu'il y a des maisons qui appartenaient à l'État qui aujourd'hui n'en sont plus, qui ont été occupées par des privés qui ont fabriqué des titres. Et voilà la démarche qui est très importante aussi, c'est qu'aujourd'hui nous donnons des titres à ces maisons de l'État qui va les sécuriser, au lieu de rester comme ça sans titre. Et comme on le voit souvent, on a dans notre pays entier, les maisons ont disparu. Après quelques années, elles ont été données. Après 10 ans, on n'a pas pu attaquer les titres parce qu'il y a des individus qui ont pris ces maisons. Voilà la petite précision que je voulais donner à M. Rissassi, qui montre que ça va être quelque chose de solide parce que ça appartient toujours à l'État, au moins avec un titre. Bien entendu que j'ai peur. Bien entendu que c'est un investissement qui n'est pas sans risque. Depuis chez moi en Europe, quand on lit la presse, on entend parler du Nord Kivu, on entend parler de ce qui se passe dans certaines régions, on entend parler de combats, on entend parler d'insécurité. Et beaucoup de mes amis me disent « Mais Patrick, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es complètement fou. » Je crois qu'il faut, dans la vie, à un moment donné, savoir faire la juste part des choses. Le Congo, c'est pas le Kivu. Le Congo, c'est autre chose. Le Congo, c'est un pays en devenir. Je vous compare un tout petit peu à l'Amérique dans les années 20 ou 30. L'Amérique dans les années 20 ou 30, rappelez-vous, enfin moi je suis peut-être le plus âgé parmi vous, il n'y avait rien. Tout a démarré, tout est reparti. Vous repartez, vous avez tout pour repartir dans de bonnes conditions. Les agences de notation vous ont noté, vous, le Congo, au plus haut que vous n'avez jamais été. La France, on l'a dégradée. D'autres pays, on les a dégradés. Et vous, vous êtes en train de monter. Si ceci n'est pas le symbole de quelque chose qui bouge, ça veut dire qu'on ne voit rien. Pourquoi et quelle est ma motivation? Elle est extrêmement simple. Je ne suis pas venu tout seul ici. J'ai un ami de longue date qui s'appelle Marc Orphanides, qui est un enfant du pays. Sa famille a travaillé à Lubumbashi pendant des années et des années. Nous connaissons, nous faisons plein de choses ensemble. Et il m'a dit un jour, mais Patrick, pourquoi est-ce que tu ne viens pas travailler chez nous? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas mettre à disposition tes infrastructures, sachant que j'ai moi-même un bureau de 40 personnes à Genève. Et la vie est ainsi faite qu'on se lasse des choses. On se lasse des choses. Moi, j'adore mon pays, j'adore mon métier, mais j'ai aussi envie de faire d'autres choses. Et je vous avoue franchement que c'était pour moi une grande opportunité de me dire, mais finalement, Patrick, tu te retrouves dans les années 30,
pourquoi est-ce que tu ne vas pas apporter ta contribution? C'est la réponse la plus simple que je puisse vous donner. Elle n'est au départ empreinte d'aucun intérêt, elle est au départ empreinte que d'un souci et d'un vouloir de rencontrer d'autres gens. Et malheureusement, j'ai eu un coup de cœur en venant ici. Malheureusement, j'ai eu un coup de cœur pour cette région que j'ai visitée, je commence à visiter de long et en large, que je visite en avion et je vais partout. Et c'est tellement beau que je me dis, mais finalement, pour moi, à mon âge, c'est le moment encore de faire quelque chose. Donc le désir et le souhait a primé sur le risque. Je ne sais pas si l'avenir me donnera raison, mais en tout cas, je le souhaite. En ce qui concerne la hauteur de l'investissement, je vais vous répondre différemment. Aujourd'hui, nous avons fait des estimations qui varient entre un certain nombre de centaines de milliers de dollars. Je ne veux pas donner de chiffres, parce que donner des chiffres quand on ne sait pas où on va, ce n'est pas une bonne chose. Les architectes sont en train de faire tous les budgets, mais je peux vous dire une chose, c'est que ça va plus haut qu'$1 million. Ça, je peux vous le dire. Donc, on a estimé qu'on investirait à peu près $100 000. Il ne faut pas qu'on dépasse par maison. Donc, c'est déjà un gros investissement. J'aimerais juste revenir sur une question, si vous permettez, Excellence, qui a été posée tout à l'heure, sur la notion d'investissement. Vous savez, moi, quand je suis venu au Congo, j'ai entendu des taux d'intérêt. On me dit que pour emprunter, il faut emprunter à 14%. Pour moi, c'est quelque chose de complètement impossible. 14%, on grève les budgets d'une manière absolument énorme. Alors, pour répondre à la question qui a été de tout à l'heure, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est un investissement? C'est ni l'un ni l'autre. Nous ne sommes pas des philanthropes. Mais je peux vous dire que l'investissement que nous faisons sera à un taux qui sera largement en dessous des banques. Et je peux vous dire aussi que les honoraires que nous prenons pour toutes les prestations que nous faisons sont largement en dessous de ce qu'on pourrait normalement facturer. Donc ce n'est pas un don, ce n'est pas philanthrope, mais nous avons une politique aujourd'hui où nous ne sommes pas là que pour gagner de l'argent dans cette opération. Je pense qu'il y en a d'autres qui seront beaucoup plus, entre guillemets, fructifiantes ou fructifiables. Mais dans le cas présent, nous sommes modestes et nous apportons une grande contribution financière, une contribution, je dirais, intellectuelle. En ce qui concerne les réalisations en RDC, aucune. Aucune, pour la simple et bonne raison que j'ai passé ma vie à construire en Suisse, en France, en Europe. Je connais assez bien la construction. J'ai mis à disposition de notre bureau, qui est quand même constitué aujourd'hui de 10 architectes, ingénieurs et géomètres, qui sortent tous des écoles universitaires de Kinshasa. Donc aujourd'hui, notre équipe est composée de entre 12 et 13 personnes, ce qui est quand même conséquent. Chaque mois, il faut sortir les salaires. Chaque mois, il faut alimenter tous ces gens. Et nous avons pour infrastructure mon bureau de Genève qui compte à peu près 40 personnes. Et nous allons réaliser aujourd'hui notre premier chantier avec les villas d'État. Mais ce n'est pas mon premier chantier. Dans ma vie, j'en ai fait 200 des chantiers. Donc nous avons une grande connaissance. Et nous espérons étendre ces connaissances à d'autres régions. Comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur, ce sera Bunia, ce sera Kibali, et pourquoi pas dans d'autres régions de la RDC. Ces maisons, au départ, avaient un objectif, c'était de loger gratuitement les agents de l'État. Et aujourd'hui, qu'il y a un partenariat avec la STC, comment pensez-vous les héberger d'une manière gratuite, comme c'était l'objectif de par le passé? La seconde question, c'est de savoir ces maisons qui jusque-là sont encore occupées par les agents de l'État, par quelques familles, comment pensez-vous les déguerpir pour qu'il n'y ait pas de bruit là-dessus? Et enfin, par rapport à SDC, j'aimerais savoir, parce que nous disons que la ville de Kisangani n'est pas la province orientale, avez-vous un projet ou un planning d'aller jusqu'à l'intérieur de la province dont nous avons 4 districts jusque-là? Et si nous voyons la décentralisation qui pointe déjà à l'horizon, avez-vous un plan par rapport à ça? Certaines maisons sont occupées où les documents sont détenus par des grands noms de ces pays. Ne craignez-vous pas que l'investissement que vous allez faire aujourd'hui, que ça pourrait tourner mal ou autrement? Parce que ça peut être, vous pouvez aller
réhabiliter ça pour certaines personnes, pour certains citoyens, et après des temps, ils peuvent dire voilà, c'est ma maison, j'ai tous les documents, vous ne craignez pas. Monsieur l'architecte, vous avez parlé dans votre discours que après 10 à 11 mois que vous allez achever la réhabilitation de toutes les 10 maisons. Alors dans le cas où le délai sera prohibé et que vous n'arrivez pas à concrétiser votre promesse, quel sera le sort alors? Les fonctionnaires ont occupé ces maisons, bien entendu, après l'indépendance du pays. Il y avait des fonctionnaires dans ces maisons de manière tout à fait intégrale. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de hauts cadres de la province dans la ville. Maintenant, il y a une explosion du nombre des cadres dans la ville, au point que, dès le départ, le nombre des maisons est de loin inférieur au nombre des cadres qui sont éligibles au logement de fonction. Ça, c'est un premier constat. Et deuxième constat, le fait que l'État n'a pas des moyens pour entretenir et assurer la maintenance de ces maisons depuis l'indépendance. Vous avez vu avec nous combien ces maisons se sont détériorées aujourd'hui, sont devenues vétustes, qui sont humainement inhabitables à l'état où elles sont aujourd'hui. Alors, il y a une partie des fonctionnaires qui a logé ces maisons. Il y a une partie des fonctionnaires qui n'étaient pas dans ces maisons, qui habitaient ailleurs. Alors, et déjà,